Super. On l'aura après ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Oui. Donc, pour ceux qui sont en voiture, pas besoin de noter en même temps. Il y a pas de... Mais même pour ceux qui ne sont pas en voiture, tout ça vous sera envoyé. Donc, merci beaucoup d'être là. Je me présente très rapidement. Moi, j'ai créé un cabinet de conseil il y a 5 ans qui s'appelle AFIC et qui est notamment dédié à l'ingénierie de certification et de formation. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'ESS, j'ai plus particulièrement dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. J'ai dirigé des OF, ça fait depuis 2004. Donc ça fait quand même voilà, pas mal de temps, 18 ans que je dirige des structures qui sont de tout petites à 30 millions d'euros. Et ça fait depuis presque 10 ans que je dépose des certifications. Voilà, à l'époque, ça n'avait pas les mêmes noms, mais voilà, maintenant auprès de France Compétences. Donc, l'idée, ma spécialisation, c'est les premiers niveaux de qualification, mais je travaille avec beaucoup d'acteurs sur des études pour créer des certifications, sur des accompagnements au dépôt. Et c'est un sujet que j'aborde beaucoup puisque j'anime pas mal de DLA collectifs sur la création d'organismes de formation avec PIE. Et donc, voilà, j'accompagne des acteurs dans le monde des déchets, dans le monde du pain, dans le monde des services à la personne, dans le monde de l'insertion des soft skills. Vous allez voir, c'est une méthodologie qui s'adapte à beaucoup à tous les secteurs. Bon. Ce qu'on va essayer de voir, au départ, c'est quelques éléments de base. Je vais aller assez rapidement, puisque l'idée, c'est vraiment de laisser la place aux questions. Donc, on va voir très rapidement les différentes certifications, formations, RS, RNCP. On va aborder la vie d'une certification. Et puis, on va voir quels sont les éléments techniques à fournir. Voilà. Et je vais essayer de vous donner quelques conseils pratiques avant de se lancer, parce que j'ai beaucoup de structures qui m'appellent. Et souvent, l'idée, c'est de discuter avec eux pour savoir si ça vaut le coup d'y aller. Il y a des éléments, si vous ne les avez pas, ça ne sert à rien de se lancer dans une certification si vous n'avez pas ces prérequis. D'accord? Et puis, on va passer, on va dire, la deuxième demi-heure qui sera complètement dédiée à vos questions. OK? Et je pense en se présentant qu'on est quasi tous dans cette situation de se dire, voilà, on a des formations, on voudrait savoir si ça vaut le coup de devenir certificateur. OK? Bon, je commence dur pour créer une émotion forte. Je vous donne les stats de refus de France Compétences, à la fois au répertoire spécifique et au RNCP. Je reviendrai après, derrière, sur le détail. Mais en gros, il y a 80% de refus de dépôt de certification au répertoire spécifique. Notamment parce que des organismes de formation, en fait, déposent leur parcours de formation. Donc, 4 fois sur 5, il y a des refus. Et 3 fois sur 4, il y a des refus qui sont adressés au RNCP, même quand il s'agit de définir des nouveaux métiers. Vous voyez, généralement, les certifications au RNCP concernent des métiers dans leur totalité. Et on détaillera ça au répertoire spécifique. Ce sont des compétences qui peuvent être utiles pour plusieurs métiers et qui ne représentent pas l'intégralité de métiers. Et donc, vous voyez que les taux de refus sont très, très forts. Okay, fin 2021, France Compétences a communiqué sur le fait que 3/4 de ces certifications avaient été supprimées. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un besoin de réfléchir ces projets, parce que sinon, vous investissez du temps et derrière, vous allez voir, ça prend beaucoup de temps entre le moment de la conception de votre dépôt et le traitement de votre dépôt. Et puis derrière, 4 fois sur 5, c'est un non. Donc, on va essayer de traiter ce sujet-là. Pourquoi ces refus? C'est parce que après une sorte de période que j'ai appelé laisser faire, mais c'est pas péjoratif. Hein. L'idée, c'est de se dire on va voir comment les acteurs s'organisent eux-mêmes. Il y a une volonté d'exigence très très forte qui a été réaffirmée avec des documents qui datent de juillet aussi de 2022. Il y a eu un besoin d'encadrer les pratiques. L'idée, c'est effectivement de se dire, beaucoup d'acteurs, et notamment les organismes de formation, ont voulu solvabiliser
leur formation. C'est exactement ce que disait Emmanuel quand il s'est présenté. Beaucoup de gens qui disent, bon, voilà, est-ce que je peux utiliser mon CPF? On ne peut pas utiliser son CPF, donc on fait une demande de dépôt. Et France Compétences, dans sa doctrine, dit qu'effectivement, elle est ouverte à une diversification des certifications, mais qu'elle a un niveau d'exigence assez élevé, et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut préparer les dossiers de demande, qu'il faut que tenir le rôle de certificateur, c'est un rôle spécifique sur lequel France Compétences a des attentes particulières, et que, on en parlait avec Jade, il faut anticiper, même quand vous êtes certifié, il faut anticiper le redépôt. Parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de structures qui avaient été accréditées pour une période de 3 ans et dont le redépôt était très compliqué. OK? Donc, pour ça, on va rapidement aborder ces 4 sujets. Qu'est-ce qu'est une certification et qu'est-ce que ça doit être? Les différences entre RNCP et RS, les prérequis et la vie d'une certification. OK? Est-ce que ces sujets, est-ce que ça vous va? Si vous avez d'autres sujets, on pourra les aborder en question, mais si on passe un peu de temps sur ces 4 questions, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, c'est parfait. Oui. Ça vous va? Oui, tout à fait. OK. Donc, qu'est-ce qu'une certification? Je vous donne la définition de France Compétences. Pardon, pour parler de la certification, je vais commencer par la compétence. C'est la définition de base. Bon. La compétence, je vous donne la définition France Compétences, justement, c'est la mobilisation de manière pertinente de ressources, voilà, qui peuvent être diverses, et de celles de son environnement, pour exercer une activité en fonction d'objectifs à finalité professionnelle. OK? Donc, je vous donne quelques exemples. Souvent, quand je travaille avec des associations ou des structures de l'ESS que j'accompagne, on parle de la mousse au chocolat parce que moi, j'ai beaucoup de mal à faire une mousse au chocolat sans batteur. Par contre, avec batteur, c'est plus simple pour moi. Donc, vous voyez que tout ça, ça dépend, une compétence dépend du matériel que vous avez, du temps que vous avez. Bon. L'idée, c'est que ça, c'est la compétence de base et que quand vous êtes et que les formations que la plupart d'entre vous menez ont pour objectif d'atteindre les compétences visées. OK? Et que les formations, on peut les voir comme des chemins vers les compétences. Et ces chemins, excusez-moi du dessin, mais qui a priori n'est pas très élaboré, mais a vocation à être clair, vous voyez que les chemins peuvent être très différents en fonction des apprenants. OK? En fonction de leurs prérequis, en fonction de la manière dont ils vont intégrer telle et telle compétence. Donc, la formation, c'est le chemin vers l'objectif qui est la compétence. Et déposer une certification, c'est déposer un ensemble de compétences dont le certificateur, donc potentiellement vous, va garantir l'utilité sur le marché du travail. Mais quand vous êtes certificateur, vous ne garantissez pas juste l'utilité sur le marché du travail, vous garantissez aussi que vous allez bien faire votre travail de certificateur. Et donc que vous allez mettre en place un processus d'évaluation et de reconnaissance qui va être de qualité. On va voir un peu rapidement, mais j'espère en détail un peu ce que ça veut dire, un processus de qualité. Mais la phrase que France Compétente met souvent en avant, c'est qu'une certification, ça doit être un repère pour l'individu, pour les employeurs et pour les financeurs. D'accord? Donc, il faudra prouver, et le dossier, en fait, que vous allez déposer à France Compétences. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pourrez poser plein de questions derrière. L'idée de base, qui est très importante, c'est que quand vous déposez un dossier à France Compétences, c'est ça que vous allez essayer de prouver. Que cette certification, ça va être un repère pour l'individu, pour ses employeurs et pour les financeurs potentiels. Et donc, il va y avoir une utilité sur le marché du travail, ou si vous travaillez sur la création d'entreprises, une utilité pour ces créateurs d'entreprises pour développer leur entreprise ou leur marché. Et en fait, le dossier que vous allez devoir déposer, il tourne autour de ces notions-là. D'accord? Ça veut dire, je vous donne un exemple dès maintenant. Je travaillais dans le cadre d'un accompagnement avec PIE, avec une structure qui travaille pour les personnes en situation de handicap dans le domaine de la communication. Et ils se demandaient, leur but, c'est de faire en sorte que les personnes soient employées après chez TF1 ou dans des boîtes de production, dans le cinéma, la télé, la radio. Donc ils se demandaient, est-ce qu'on a intérêt à déposer
à créer notre propre certification pour les personnes en situation de handicap? Et très vite, en discutant avec eux, la réponse, ça a été non. Pourquoi? Parce que dans ce métier-là, il y a des certifications qui garantissent, enfin, qui sont des repères pour les employeurs. L'objectif pour eux, c'était de développer des formations qui permettent d'atteindre les certifications références. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'idée, c'était que eux, finalement, l'idée, c'était d'adapter leur parcours de formation aux personnes en situation de handicap, mais pas nécessairement de devenir certificateur. OK? Donc, ensemble de compétences, une certification que vous allez déposer, soit au RS, soit au répertoire spécifique, on verra le détail, soit au RNCP, ça doit servir, vous devrez montrer qu'il y avoir un impact et ça va devenir idéalement un repère pour l'individu et les employeurs. D'accord? Est-ce que... Donc, je vous donne un autre exemple de certification professionnelle. Donc là, on commence un peu à jargonner. C'est-à-dire que dans le jargon, quand vous déposez une certification au RNCP, ça s'appelle une certification professionnelle. Si c'est juste au répertoire spécifique, c'est juste une certification tout seul. Donc, vous voyez la définition officielle d'une certification professionnelle. C'est l'acte par lequel un organisme certificateur, c'est-à-dire vous, si vous déposez une certification et que c'est accepté, vous devenez organisme certificateur, et ça désigne à l'issue d'un processus d'évaluation qu'une personne maîtrise, on verra par différents modes d'accès, un ensemble de compétences nécessaires pour l'exercice d'un métier et qu'elle sera en mesure d'exercer ses activités. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du RNCP. Et, alors excusez-moi, je suis chez moi, donc il y aura peut-être quelques bruits issus notamment de mes enfants qui rentrent de l'école. Mais le RNCP, donc une certification professionnelle, ça a 3 objectifs: l'employabilité, la promotion sociale, l'accès à la formation tout au long de la vie. D'accord? Je suis d'accord avec Emmanuel, c'est moins compliqué si on dépose une certification au répertoire spécifique. Le répertoire spécifique, on l'a vu, ce sont soit, on va commencer par la droite, soit c'est une certification de compétences qui sont complémentaires à un métier. Donc, par exemple, vous êtes boulanger, vous voulez savoir panifier à partir de levain naturel, et peut-être que la référence dans le métier, c'est le CAP boulangerie, mais il y a des possibilités d'aller déposer des certifications au répertoire spécifique pour panifier au levain naturel ou pour savoir faire, on va dire, des viennoiseries particulièrement élaborées. Vous voyez? Au répertoire spécifique, vous pouvez déposer des compétences transversales, mobilisables dans diverses situations professionnelles. C'est ce qu'on voit beaucoup sur, par exemple, des questions de communication, où tout ce qui est les tests d'anglais que vous voyez, TOEIC, etc., sont enregistrés au répertoire spécifique. Et puis, il y a des habilitations qui découlent d'une obligation légale et réglementaire. Donc déjà, la première question à vous poser, c'est de vous dire, moi, par rapport à ce que je veux faire en termes de certification, est-ce que je vise plutôt un métier? Et si je vise un nouveau métier, et c'est ce que je fais avec beaucoup d'acteurs, moi, je veux définir un nouveau métier, il faudra viser potentiellement le RNCP. Et si je vise par contre la reconnaissance de compétences spécifiques, c'est plutôt répertoire spécifique qu'il faudra viser. OK? Vous, par rapport aux personnes qui sont arrivées, est-ce que c'est clair cette question de qu'est-ce que c'est qu'une certification et qu'est-ce que je veux viser en termes de répertoire spécifique ou RNCP? J'ai été clair? Oui, tout à Oui? fait. C'est plutôt clair. Bon. Alors, on peut... merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. On va continuer. OK? Donc, je vous ai parlé des prérequis. Vous voyez que l'objectif dans les 2 cas, c'est de montrer que la certification ou la certification professionnelle que vous avez déposée peut être un repère. Donc, il faut montrer à France Compétences qu'il y a une plus-value. Et donc, il y a des prérequis. Les prérequis, ils sont même si les fondamentaux sont les mêmes, la barre, vous en doutez, est plus haute pour le RNCP. Okay, parce que là, vous allez vous adresser à un métier en général. Donc, on va voir quels sont les prérequis
mais c'est toujours plus compliqué de déposer une certification au RNCP. En sachant que les points clés pour préparer un dépôt, c'est de montrer qu'il y a une valeur d'usage. OK ? Une valeur d'usage, c'est-à-dire à quoi sert votre certification. France Compétences a bien compris que vous aviez un intérêt potentiellement financier en tant qu'organisme de formation à solvabiliser votre demande, à ce que ça puisse être financé par les gens avec leur CPF. Et en Île-de-France, vous avez même la région qui donne des aides spécifiques pour des formations certifiantes. Donc, il y a le dispositif R, on y reviendra peut-être si vous le souhaitez dans le cadre des questions. Donc, on voit bien qu'il y a des intérêts pour vous, mais France Compétences va vous demander de dire, mais quelle est la valeur d'usage pour les personnes qui vont être certifiées? Et ça veut dire de démontrer deux choses, qu'il y a des effets concrets, mesurables et potentiellement durables. Donc, ils vont vous demander, mais prouvez-moi que être certifié par vous, ça a des effets concrets par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, et notamment l'employabilité et l'évolution des carrières. Et aussi, le deuxième point qui est de plus en plus important pour France Compétences, c'est les éléments distinctifs. Montrez-moi que par rapport à ceux qui existent déjà, vous allez apporter un plus. Si vous n'êtes pas capable de dire que ça va, on verra ça en détail, j'imagine, dans le cadre des questions, mais il faut montrer que ça va apporter un plus. Donc, quel plus? On le verra, mais s'il y a déjà quelque chose qui est largement diffusé sur le territoire national, accessible pour tous vos apprenants, et qu'en fait, dans ce que vous allez déposer, c'est en gros la même chose, ou à très peu de choses près, enfin, il y a de très très faibles différences, France Compétences va dire, la plus-value par rapport à ce qui existe déjà est très faible. Donc ça, c'est exactement, voilà, c'est en quoi votre projet apporte-t-il une plus-value par rapport aux autres certifications accessibles pour vos apprenants. Donc, ça peut être une plus-value par rapport à une accessibilité facilitée. S'il y a des compétences qui existent uniquement dans des diplômes qui nécessitent 2 ans d'études et que vous les proposez en 2 semaines, là, vous avez une plus-value. Ça peut être aussi une plus-value en termes de compétences spécifiques avec des diplômes ou des certificats qui n'abordent pas des sujets. On parlait là de métiers passion qui ne sont pas bien reconnus, de spécificités particulières pour des artistes. Je veux dire, il y a des nouveaux métiers dans tous les domaines et les acteurs de l'ESS sont très très forts. C'est pour ça que moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur, c'est pour ça que je l'apprécie, parce qu'il y a de l'innovation très forte. Mais il faut valoriser cette innovation et ce que ça peut apporter aux gens. Et donc, ça veut dire que, déjà, en termes de prérequis, vous devez avoir, si vous déposez au RNCP, vous devez avoir 2 promotions d'1 an, tester 2 promotions et avoir suivi leur impact emploi. Okay, je vous enverrai avec le diaporama les tableaux officiels de France Compétences, mais il faudra montrer, dans une approche comparative, que il y a eu un impact emploi à l'obtention de cette certification. Et pour le répertoire spécifique, vous devrez l'avoir testé. C'est-à-dire que des personnes qui auront testé votre projet de certification, vous devrez les interroger, vous devrez interroger pas seulement eux, mais surtout leurs employeurs, pour dire, effectivement, depuis que cette personne est revenue avec ce projet de certification, effectivement, elle sait faire elle sait réaliser des actions dans le monde professionnel, et moi, je n'avais pas trouvé d'autres types de certifications sur le marché qui permettaient de bien réaliser ces actions. OK? Donc ça, pas la peine de vous lancer dans un dépôt de dossier si vous n'avez pas, au moins pour le répertoire spécifique, testé et vous êtes mis en position d'avoir des retours. Et pas seulement des personnes formées, mais aussi de personnes qui vont les employer. Enfin, s'ils sont chefs d'entreprise, mais vous voyez, l'idée, c'est que vous puissiez démontrer cet impact. D'accord? Et puis, il faudra aussi que vous cherchiez dans le répertoire spécifique s'il y a des certifications qui sont extrêmement proches de ce que vous voulez proposer. Si c'est le cas et que vraiment c'est très dur pour vous de vous différencier, ça va être compliqué pour vous de faire accepter votre dossier. OK? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que
Est-ce que j'ai des questions déjà là-dessus? Il y a une question de Aurore, Félicia. excuse-moi. Ouais. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il y a un quota dans les cohortes proportionnelles. Disons que si j'ai un quota de 15 apprenants dans des cohortes de tests, est-ce Oui. qu'après, en termes d'évaluation, si je n'ai que 3 retours, vous voyez ce que je veux dire, d'employeurs qui qualifient en tout cas la performance de la formation, est-ce qu'il y a un quota? Est-ce que c'est 3 sur 10? Est-ce que 5 sur 10? Vous avez un projet au répertoire spécifique ou au RNCP? Spécifique. Ouais. Il n'y a pas de quotas qui sont affichés par France Compétences. Par Oui. contre, il y a une nécessité de démonstration de la plus-value. Oui. Si vous dites que vous l'avez testé sur 15 personnes et que vous avez une preuve sur 3 cas, Oui. eh ben, ça va dépendre. Moi, ce que je conseille aux structures que j'accompagne, c'est de faire en sorte que les cas soient significatifs. D'accord. Je donne un exemple un peu ridicule exprès pour faire rire, mais si vous faites une certification pour créer des missiles, bah, c'est bien que l'employeur, ça soit un gros de l'armement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça soit Dassault qui vous dise, bah, effectivement, la personne qui était formée maintenant, c'est bien. Les Rafales, maintenant, ils sont bien meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que ça pèse. Donc, moi, je vous engage quand même à accorder une importance extrêmement forte à ces retours d'employeurs. Parce que c'est ça, on va y aller, je vais parler encore un petit peu avant de laisser la place aux questions, mais vous voyez qu'il faut vraiment démontrer à France Compétences que vous allez avoir une plus-value. Donc, eux ne sont pas compétents sur tous les sujets. Eux, ce à quoi ils vont faire attention, c'est à votre argumentaire qui va devoir être adossé à des éléments, à des études les plus objectives possibles, et qui va être aussi adossé à soit des verbatims d'acteurs qui vont être des acteurs référents dans le secteur, et ces acteurs qui pourront peut-être aussi être des employeurs, des salariés que vous allez former. Donc ça, il n'y a pas de quota, mais c'est vraiment important d'accorder une importance à ce sujet-là. Et si la formation, elle ne touche pas directement des formes de salariat, mais plutôt d'entrepreneuriat? Alors là, France Compétences accepte que ça soit les entrepreneurs, mais ils vont demander à ce que le témoignage soit axé sur la capacité de la certification à développer leur entreprise. Donc typiquement, moi je travaille sur ces sujets-là en ce moment avec un acteur, sur des boulangeries. Et ben, on va demander aux boulangers, aux chefs boulangers qui ont été formés, d'attester que ces compétences, elles sont non seulement utiles, mais qu'elles correspondent à un marché de leur boulangerie et que ça permet de développer leur chiffre d'affaires par rapport à des demandes de clients. D'accord. Et est-ce qu'il existe, enfin pas une différence, mais une valorisation possible d'un travail comme celui que vous faites en tant que RNCP? Par exemple, que le boulanger estime que ça peut être diplômant pour lui d'apprendre telle méthodologie. Alors, comment dire, ça c'est à vous de faire ce choix. Si vous décidez que votre certification concerne un métier, nouveau métier ou ancien métier, il faudra, c'est à vous de le dire. Par contre, là, il faut 2 ans de recul et il faudra montrer que l'insertion professionnelle ou le développement est plus important, qu'il y a une plus-value, c'est ce que je disais, la valeur d'usage, elle est là, qui a été un aspect différenciant par rapport à ce qui existe. Donc sur la boulangerie, il faudra montrer que c'est plus intéressant que le CAP boulanger, qui est la référence dans le secteur. D'accord. Sur les services à la personne, vous avez plein de diplômes. France Compétences accepte, mais va dire, écoutez, montrez-moi qu'avec votre approche spécifique, en insistant plutôt sur telle ou telle compétence par rapport au diplôme qui existe, vous allez avoir un niveau d'insertion qui est supérieur aux titres de référence que sont, par exemple, assistante de vie aux familles. D'accord. Et si c'est le cas, si vous arrivez à le prouver, et ben là, vous avez des chances d'être accepté. Par contre, si vous dites, moi, j'ai un prisme particulier en insistant, exprès, je dis un peu n'importe quoi, je vais insister beaucoup sur le nettoyage des sols carrelés rouges. Et ça, ça, c'est une compétence très, très, très précise. Et ben, il faudra prouver que cette compétence très, très précise, qui effectivement n'est pas
comprises dans les diplômes de référence, bah, si vous prouvez qu'il y a l'insertion professionnelle qui est meilleure, tout ça, ça ira mieux. Mais donc, quand vous dites qu'il y a une période de 2 ans un petit peu ou d'1 an, bon, variablement pour spécifique ou RNCP. Non, c'est 2 ans, c'est 2 promos d'1 an. 2 promos d'1 an. Donc, pendant ce temps, cette formation est à la charge unique. Exactement. Voilà, OK. Ça et vous allez voir que la durée d'études, c'est en gros 1 an. Donc, en fait, il faut prévoir 2 promotions. Après les 2 promotions, vous faites le dossier. Et après, entre le moment où vous le déposez ou le moment où il va être accepté ou refusé, il y aura presque 1 an qui va se passer. D'accord. Donc, voilà, il faut tenir compte de ça. Je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question de Marianne. Oui, est-ce qu'il y a ces tests, est-ce qu'ils sont formalisés? Est-ce que c'est du témoignage écrit et ajouté au dossier? Ah oui. Oui, France Compétences, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je fais 2 jours. Non, mais c'est une très bonne question, Marianne. C'est que je vais vous envoyer aussi les liens vers les documents officiels de France Compétences. Mais pour que ce témoignage soit accepté, il faut que ça soit un témoignage écrit, signé, avec une personne qui donne ça, papier en tête, etc. D'accord. Comprends. J'ai une autre petite question. Est-ce que je peux l'ajouter tout de suite? C'est juste pour revenir sur la durée. Donc, si moi, je ne veux pas l'inscrire au RNCP, mais répertoire spécifique, ça veut donc dire que j'ai besoin... je n'ai pas besoin d'avoir 2... Non, exactement. Pas besoin. Pour le répertoire spécifique, pas besoin. Par contre, il faudra l'avoir testé et montrer que ce début de test est intéressant. Et qu'il y a une valeur d'usage. Donc, on se connaît un peu, Marianne, mais effectivement, montrer que les parcours d'accompagnement des gens qui veulent créer une activité dans le domaine de l'agriculture urbaine, eh ben, vous valorisez des éléments qui ne sont pas présents ailleurs. D'accord, parce que là, je sais que je suis en train de préparer la session, par exemple, de février et je voudrais la préparer pour quelle est la forme d'une formation certifiée. Par exemple, inclure des jurys extérieurs. Alors, c'est très important. Alors, je me permets. L'idée, c'est effectivement, c'est bien aussi de tester. Donc, il faut concevoir la formation, mais il faut tester la question des jurys. Je vais en parler derrière des jurys. Donc, Marianne, je ne te donne pas beaucoup de détails. Je passerai 5 minutes sur les jurys. Je pense que ça peut servir à tout le monde. Mais c'est hyper important parce que, comme je vous l'ai dit au départ, France Compétences attend du certificateur un positionnement de certificateur qui n'est pas un positionnement de formateur. Et le certificateur, quand il donne un certificat, il donne des droits aux personnes. Donc, il faut qu'en termes d'évaluation et en termes d'administratif derrière, ça soit nickel. Ou sinon, vous aurez un problème pour le redépôt. Et de tête, Jade était intéressée par ce sujet-là. C'est hyper important d'auditer la manière dont on a distribué, accorder ces certifications et préparer un dossier nickel pour le redépôt, parce que sinon, vous risquez d'être retoqué par France Compétences. Encore peut-être une autre question, et puis je continue mon déroulé. Question de Christophe. Oui, quel serait l'intérêt pour moi de demander une certification en sachant que je forme des personnes au niveau de l'informatique et des smartphones pour les aider dans la vie de tous les jours, pour leur apprendre l'outil, se débrouiller avec les mots de passe, tout ce qui est administratif, avec avec des personnes qui sont en demande, en fin de compte. Oui. Alors, en fait, sur ces niveaux-là, c'est un vrai sujet. La certification, il faut voir si c'est utile pour eux. Déjà, vous faites votre formation, elle est payée. Enfin, vous ne demandez pas de participation aux gens. Non. Bon. Donc, non, en fait, il y a 20 € par an pour l'association, c'est pas grand-chose. Autrement, c'est France Habitat Paris Habitat qui finance. Bon, donc, dans ce domaine-là, l'intérêt, c'est de se demander pour des gens notamment pour ceux qui vont vouloir évoluer professionnellement, est-ce que c'est intéressant d'avoir une certification du type PIX ou du type Cléa numérique?
Donc là, si vous voyez que les personnes qui s'adressent à vous vont avoir besoin pour évoluer d'une certification, bah, ça peut être intéressant pour vous de vous dire, bah, nous, on va essayer d'être certificateur. Mais voilà, là, on est dans un sujet, et généralement pour les formations numériques de base comme ça, pour pouvoir s'en tirer en termes administratifs, il n'y a pas nécessairement besoin de certification parce qu'on n'est pas dans le domaine professionnel, on est dans le domaine de comment s'en tirer mieux dans sa vie, quoi. Voilà, Vous avez vu, et vous le reverrez dans le diaporama, la certification RNCP, c'est compétences professionnelles. On parle beaucoup de boulot, là. Il faut prouver à France Compétences qu'en termes de boulot, ça va servir. D'accord. Merci. Je vois qu'il y a Samuel qui lève la main. On peut peut-être prendre sa question avant que je reprenne, mais vous inquiétez pas, il y aura une autre session de questions. Je vais parler 10 minutes et puis après, il y aura encore des questions. Merci beaucoup. Juste une question par rapport au titre RNCP. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures en dessous qui preuve le fait qu'on forme un métier? Donc, c'est 200 heures, 300, 400, 600. Voilà. Je sais que pour RS, il va y avoir des formations courtes. Il y a des volumes d'heures pour compléter des blocs et que le titre est composé de plusieurs blocs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a un minimum un peu pour le titre? Alors, je vais être très dur avec vous. France Compétences se fiche totalement. En fait, vous déposez à France Compétences un ensemble de compétences. Vous ne déposez pas un parcours de formation. Donc ça, c'est hyper important. Quand vous déposez un dossier à France Compétences, vous ne le déposez pas en tant que formateur ou organisme de formation. Vous le déposez en tant que certificateur. Vous dites, quand je suis certificateur, moi, Villette Makers ou Veniverdi ou autre, je pense que je suis capable, je pense que ce type de compétences sont utiles sur le métier, dans le monde du travail, que sur le marché, il n'y a rien d'analogue, ou en tout cas, il y a une plus-value à le déposer comme ça, et je m'engage et je vais vous prouver que ça a de la cohérence et que ça a un impact pour les gens, pour leurs employeurs, pour les territoires, etc. Donc en fait, vous ne déposez jamais de parcours de formation à France Compétences. Et vous voyez bien qu'en fonction, c'était mon premier, mais peut-être que vous avez raté la première diapo là, la compétence, la certification, c'est l'objectif. Et il y a plein de parcours de formation possibles. En fonction des prérequis, et en fonction de son parcours, il y a quelqu'un qui va pouvoir obtenir la certification en 50 heures, et quelqu'un, il faudra 450 heures, ou 500 heures, ou 1000 heures. Donc, France Compétences se fiche du nombre d'heures de formation que vous allez mettre en place en tant qu'organisme de formation. Ce que vous allez avoir à lui prouver, c'est que les personnes à qui vous avez délivré cette certification, il y a une valeur d'usage, que ça leur sert, qu'il y a, par rapport à ce qui existe sur le marché, elles vont aller mieux, plus vite, elles vont mieux être payées, il y aura une accessibilité plus forte à l'emploi ou sur des territoires sur lesquels il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire, Samuel? C'est très clair, merci. Ouais, c'est très clair. J'ai répondu à votre question, je l'ai fait un peu de façon brutale. Non, c'est très clair. Ok, donc si ça vous va, je reparle un peu 10 minutes et après on refait une série de questions. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, je passe les critères parce que ça va vous aider. Ça, ce sont les critères officiels, vous avez les références juridiques. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous déposez au RS, il faut arriver à montrer que les compétences, elles sont en adéquation avec le marché du travail. Il faudra déposer ce qu'on appelle un référentiel de compétences et d'évaluation qui soit de qualité. Alors ça, là, si je reste là-dessus, ça dure très longtemps. C'est l'essentiel de l'accompagnement. Enfin, c'est une grosse partie de l'accompagnement que je fais avec les structures que j'accompagne. Mais vous aurez les détails. Mais il faut que ça soit écrit en fonction des normes. Et vous allez voir, le troisième point est très important aussi, c'est que vous êtes capable d'organiser des modalités d'organisation. Enfin, vous êtes capable d'organiser des épreuves, de les évaluer et d'avoir un comportement administratif nickel. OK? Donc, déposer une certification, ce n'est pas juste montrer que vous avez identifié un nouveau métier ou des nouvelles compétences et que vous allez les former, vous allez former des gens à ces nouvelles compétences. C'est aussi montrer que vous êtes capable de gérer un process d'évaluation et un process administratif. OK? Et ça, France Compétences est de plus en plus attaché
à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques cas où en fait, les gens faisaient un business. Et même si vous étiez, je prends un exemple stupide, hein, vous étiez pompier, et ben vous aviez un quiz sur Internet qui servait d'épreuve d'évaluation. Donc vous voyez bien que ce n'est pas parce que vous savez bien répondre à un quiz sur Internet que vous savez bien sauver des gens en situation d'incendie ou d'inondation. Donc vous voyez, donc, ils ont beaucoup insisté sur le fait que les épreuves, elles devaient être significatives et en lien avec la réalité des compétences que vous devez attester. D'accord? Et donc, les compétences, c'est toujours compliqué pour vous parce que ça a un coût d'organiser des sessions d'évaluation. Mais il faut vraiment que ça corresponde aux compétences que vous voulez évaluer. OK? Après, là, je rentre dans des détails, peut-être que ça sera sur les questions. Et vous voyez qu'il y a 9 critères d'examen pour le RNCP, qu'il y a bien sûr l'indication des emplois par rapport aux métiers visés, qu'il y a la question des impacts. Dans une démarche comparative, il faut faire mieux que ce qui existe, qu'il y a la qualité des référentiels, et notamment sur la question des personnes en situation de handicap, qu'il y a, on revient, c'est les mêmes types d'exigences, mais encore plus fortes pour RNCP, que vous êtes capable de contrôler l'ensemble des modalités d'évaluation, que si par exemple vous avez un réseau de partenaires, bah, vous êtes capable de contrôler ces partenaires. Et il y a la question de la VE, qui est obligatoire quand vous déposez. Il faut que vous puissiez faire passer vos certifications qui sont déposées au RNCP avec de la VE. Ça, c'est très, très, très important. D'accord? Donc ça, par exemple, en termes de redépôt, c'est extrêmement important. Je ne sais pas, Jade, si vous aviez mais il faut montrer que vous avez en tout cas fait le maximum pour que des personnes soient certifiées via la VE. D'accord? Le reste, c'est du détail. OK? Donc, vous allez devoir fournir, par exemple, pour un dépôt RS, une note qui décrit l'impact. Et l'impact, il y a un besoin. Donc, moi, Véni Verdi, excusez-moi, je connais un peu Marianne, je dépose, et puis elle en a parlé, je veux déposer, à quel besoin je réponds? Pourquoi je veux déposer une certification? Et quel peut être l'impact? Donc, il y a cette note, il y a les référentiels, il y a le règlement des épreuves, et puis il y a une éventuelle, excusez-moi pour la faute énorme sur la diapo, donc éventuelle 2LE, description du réseau de certification. Okay? Parce que vous pouvez faire ça tout seul, mais vous pouvez faire aussi ça avec des organismes de formation qui vont juste former, vous les habiliter à former. Moi, quand j'étais certificateur pour une branche professionnelle, on avait habilité une centaine d'organismes de formation pour former, mais c'est nous qui faisions les examens. Par contre, quand vous visez des titres, par exemple, souvent les titres du ministère du Travail, développeur web et web mobile, eh ben, vous êtes habilité à former, mais aussi à faire passer les épreuves. Donc ça, il faut y penser avant, quand vous déposez la certification, quand vous allez penser à ça. D'accord? Pour le RNCP, c'est encore pire. Juste un élément sur la vie d'une certification et puis quelques conseils. Vous voyez, donc tout se fait sur le site dématérialisé de France Compétences. OK? Et que ça prend vraiment entre 9 mois et 1 an. Parce qu'il y a une recevabilité pendant 1 mois, et puis après, il y a au minimum 5 mois pendant lesquels il ne se passe rien, et puis après, vous avez quelqu'un qui vous contacte pour rentrer dans le dossier. OK? Et donc, si ça marche, bah vous êtes certificateur pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, et il va falloir anticiper dès le début le suivi de la valeur d'usage. Okay? Si vous faites un nouveau métier, il faudra avoir réuni en amont des experts qui vont vous permettre de suivre l'évolution des métiers et vous permettre, lors du redépôt, de dire en 3 ans ou en 5 ans, le métier a évolué ou pas. Si vous déposez au répertoire spécifique, il faudra avoir collecté des paroles et des analyses d'experts pour dire ma certification, 3 ans plus tard, elle est toujours valable. Et après, il faudra redéposer 6 mois avant la date limite, parce que si vous, au minimum, parce que si vous laissez passer cette date, il va y avoir un moment où vous ne pourrez plus, votre formation ne sera plus certifiante, le temps que votre dossier soit étudié. D'accord? Donc, j'insiste, excusez-moi, je suis un peu pesant, le certificateur, ce n'est pas un formateur, même si vous, pour la plupart du temps, vous serez les deux. Donc, vous avez des responsabilités supplémentaires vis-à-vis de France Compétences et vis-à-vis des personnes. Et c'est ça qu'il faudra non seulement prouver lors du dépôt, mais
garantir pendant que vous serez certificateur. OK? Donc, il faudra garantir qu'il y a un impact. Il faudra garantir que le jury est professionnel et indépendant de vous. OK? Et il faudra garantir que vous, en termes d'organisation et d'attribution des certifications, vous êtes pro administrativement. OK? Donc, ça veut dire, j'en viens sur des conseils, ça veut dire que si vous décidez de rentrer là-dedans, ça veut dire, être sûr que vous avez les prérequis, mais aussi anticiper les coûts de gestion qui vont être obligatoires. J'ai plein de discussions actuellement avec des structures qui n'ont pas mis l'infrastructure en gestion et qui, du coup, sont très, très mal pour le redépôt. Donc, le coût de gestion, c'est la gestion des PV de jury, parce que ces PV vont générer des droits pour les personnes. Il faut anticiper les coûts de suivi d'emploi, de mobilisation des acteurs et des employeurs dont on a parlé. Il faut mobiliser les jurys. Il faudra faire un reporting à la Caisse des dépôts et consignations, parce que maintenant, quand vous êtes certificateur, vous devez déposer, dire qui a été certifié pour créer les passeports compétences, pour qu'automatiquement les gens aient leur passeport compétences. Donc, il faut anticiper ces coûts. Il faut prévoir des process qualité, parce que c'est ça que France Compétences va vous demander, et que ça peut être très, très valorisant d'être certificateur, parce que ça montre que vous êtes une référence sur les nouvelles compétences ou les nouveaux métiers que vous avez identifiés. Mais si vous êtes retoqué par France Compétences, en termes de crédibilité et d'image, vous en prenez un coup. Et donc, je m'étais anticipé des coûts, il faut définir un modèle économique. OK ? Il faut prévoir les coûts de la gestion de cette certification ou du dépôt de cette certification dans votre modèle économique. Et il faut le faire payer. Si vous avez des partenaires, ça a un prix, ça a un coût de gérer les certifications pour eux. Et pour les apprenants, ce n'est pas gratuit de modéliser. Donc, il faut le prévoir dans vos coûts de formation pour que les personnes aient des certifications. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens qui disent, des OF qui disent, si vous voulez avoir la certification, ça coûte tant en plus, par exemple. Voilà, je m'arrête là pour qu'on puisse échanger. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que je vous ai fait trop peur? Non, moi j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas qui vous êtes, je t'entends. C'est Jade. Très bien. Oui. Moi, dans mon cas, donc je travaille au Théâtre Romain Nu, qui est donc un théâtre qui a donc également une école pour former des marionnettistes. Et donc, on est déjà enregistré au RNCP. On a eu le RNCP. On a aussi la certification Calliope. Et donc, il s'agit, là, on l'a eu l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, enfin, peu importe, mais en tout cas, je sais qu'il y a un suivi une surveillance et des choses comme ça, avant de pouvoir, en effet, faire le redépôt pour réactualiser, en fait, la demande d'enregistrement au RNCP. Moi, ma question, elle se situe au niveau de ce que vous parliez, de ce que vous disiez au sujet des jurys ou même de l'évaluation de la qualité de la formation. Ça, est-ce qu'il faut impérativement faire appel à des structures, entreprises, vous les appelez comme vous voulez, qui soient, en dehors de notre propre structure? C'est-à-dire que quand vous parlez du jury, des examens par exemple, est-ce qu'il faut impérativement que ce soit des gens qui ne soient pas dans le jury doit être indépendant du certificateur. D'accord. Et ça, les France Compétences va vous demander les PV de jury quand vous allez redéposer. D'accord. Donc, parce que sinon, ça serait trop simple. Oui, bien sûr. Donc, il y a plein dans les documents officiels, il y a plein d'interdictions, comme dans tous les documents officiels. Donc, mais honnêtement, il y a du sens. C'est-à-dire que votre formateur ne peut pas être dans le jury. Une personne qui est liée au certificateur, un employé du certificateur ne peut pas être dans le jury. Le certificateur peut défrayer, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à un professionnel et lui payer son déplacement, un repas, un chèque cadeau, machin, parce qu'il va passer 2 heures non rémunérées. Ça, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas l'embaucher. Il faut que la décision du jury soit indépendante. D'accord. Vous devez, 2 secondes, vous devez les former par contre.
vous devez former vos jurys. Vous devez les former au référentiel que vous avez déposé, etc., etc. Donc, on est bien d'accord que c'est des gens qui ne sont absolument pas dans le domaine dans lequel, comment dire, c'est des gens qui sont complètement extérieurs au domaine que nous, on est censé présenter. On n'est complètement pas d'accord. On est totalement pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que le jury doit être à la fois professionnel, adapté, il doit pouvoir porter un avis professionnel sur l'acquisition des compétences, mais indépendant de vous. Je suis désolée, j'ai absolument pas entendu ce que vous m'aviez dit. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc, le jury doit être à la fois professionnel, donc il doit pouvoir, je reprends mon exemple de boulangerie exprès qui est écarté, donc ça doit être au minimum un boulanger. Donc, moi, je travaille sur donc, c'est à vous, en tant que certificateur, vous devez sélectionner des membres de jury qui connaissent le sujet. Mais vous devez sélectionner des gens qui connaissent le sujet, mais qui sont indépendants de vous, à qui vous n'allez pas pouvoir donner des ordres, parce que sinon ça serait trop facile. Vous leur diriez, bah, tu dis oui à tout le monde parce que ça m'arrange, parce que ça solvabilise mon parcours. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça doit être à la fois un jury professionnel et un jury indépendant de vous. Dans le document que je vais envoyer à Aurore, qui est avec mon PowerPoint, vous aurez tout sur la nature des jurys. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que vous faites des audits alors vous-même, du coup, pour qu'on parle plus de façon personnalisée, je suppose, d'un projet? Ah oui. Oui. Moi, je fais des audits en amont de redépôt, je fais des accompagnements au dépôt. D'accord. Je fais plein de choses. Ok. Voilà, normalement, c'est mon métier. C'est un peu pour ça que j'interviens. C'est parce que j'ai été moi-même certificateur et que j'accompagne depuis quelques années des structures avec succès. Pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai pas eu de refus, mais peut-être que ça va arriver. Mais normalement, j'accompagne des structures de l'ESS. Il y a des entreprises d'insertion que j'ai accompagnées à devenir certificateurs. Donc même quand on est petit, entre guillemets, on peut être certificateur. Par contre, il faut anticiper les choses. Aurore, je te laisse. Oui, on a Samuel qui a levé la main en premier. Merci. Une nouvelle question. Quelles sont les pièces qui sont demandées pour le dépôt, enfin, qui sont plutôt demandées pour le redépôt, qui ne sont pas demandées pour le dépôt? Par exemple, le PV de jury, on a déjà fait plusieurs promotions puisqu'on est en capacité de déposer une demande. Est-ce qu'il faut avoir fait les jurys et les PV de jury exactement comme il faut au moment où on fait le premier dépôt? Alors, c'est une très bonne question. Les PV de si vous avez des PV de jury, il faut les donner. De toute façon, il faudra les donner. Maintenant, vous pouvez, entre le moment où vous avez testé dans votre projet des jurys et le dépôt du dossier, vous pouvez apporter des modifications. D'ailleurs, tout au long de la vie de la certification, vous pouvez apporter des évolutions. Par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, finalement, l'entretien professionnel d'une demi-heure, je vais le remplacer par un entretien d'un quart d'heure et un cas pratique de 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est possible. Mais donc, si votre question, c'est, j'ai pas très bien fait les choses pendant les 2 premières années, est-ce que c'est rédhibitoire? Non, c'est pas rédhibitoire. C'est ça ma question. J'ai bien compris. Donc, non, c'est pas la fin. Par contre, il faudra montrer que dans votre dossier, vous allez vous engager sur une composition de jury, sur un mode opératoire qui voudra tenir tout au long de la vie de la certification. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui sont différents entre le moment où on dépose et le moment où on renouvelle? En fait, donc les PV de jury, ça va être très important. Vous devez, c'est pas très différent, mais il faudra montrer que vous avez tenu compte de votre vie. C'est-à-dire que, par exemple, il faudra avoir une analyse d'experts du sujet sur la pertinence de votre référentiel de compétences. Est-ce que 3 ans plus tard, vous l'avez eu pour combien de temps, votre certif? Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais là, on va la déposer. On a déjà 3 promos. D'accord. Bon, mais donc il faudra. Donc là, dans votre dossier, il faut que vous ayez constitué une sorte de cellule. Moi, j'appelle ça un conseil de perfectionnement. Ça peut être autre chose, mais qui va analyser la pertinence de vos référentiels pendant la durée de vie. Il faudra, lors du redépôt, montrer
que ce conseil a travaillé, que vous l'avez vraiment sollicité et que vous avez eu une réflexion sur les nouveaux besoins. Il faudra faire, souvent, quand vous êtes une fédération professionnelle, vous faites des enquêtes quali lors du redépôt pour montrer pourquoi vous avez fait évoluer ou pas votre référentiel. Ok, c'est clair. Et après, il y a les mêmes, il y a le suivi emploi, il y a voilà. Pour le redépôt, ce qui va être important, là, vous avez fait de la VAE? Non, on n'a pas eu l'occasion encore. Pour le redépôt, ça sera essentiel de montrer que vous avez eu des personnes qui ont été certifiées via la voie de la VAE. Ok. On a ensuite Dominique. Oui, est-ce que comment France Compétences voit le fait de la demande d'inscription ORS d'une activité pour laquelle on a un CQP? Je m'explique, on a un CQP piqueur, voilà, mais piqueur en chaussures, mais on a aussi des modules plus petits qui forment au piquage. Est-ce qu'on peut… Là, c'est très important parce qu'en fait, vous allez devoir aussi démontrer que vous avez une plus-value au RS, non seulement par rapport à ce qui ma question. Oui, attendez, je termine, vous me dites si je réponds à votre question. Mais effectivement, il faudra montrer non seulement que vous avez une plus-value par rapport à ce qui existe au RS, mais aussi par rapport aux blocs qui sont déposés au RNCP. Parce que vous voyez, le bloc, on peut les attendre plus facilement. Ben, en fait, c'est à vous de montrer qu'il y a une plus-value. Si vous montrez, par exemple, que vous allez pouvoir donner un accès beaucoup plus facile à toute une population qui a besoin de ces compétences. Peut-être que ça peut marcher. Maintenant, ce qui est important, c'est les éléments distinctifs sur lesquels j'insistais. Si vous avez une fédération professionnelle qui a posé que ce qu'il fallait pour faire de la piqûre, c'est le CQP, même si vous êtes, en sachant qu'en plus, vous ne déposez pas de durée de parcours, hein, vous déposez des compétences. Oui. Ben, vous allez avoir du mal à vous opposer à l'analyse de la fédération professionnelle à côté. D'accord. Et typiquement, là, on avait demandé pour le CQP si les auto-entrepreneurs pouvaient passer un CQP. On nous a répondu que non. Alors là, vous avez un avantage comparatif. Voilà. Effectivement, on revient, merci de poser ces questions, parce que c'est à vous de prouver dans votre dossier comment vous pouvez, pour toute ou partie de la population, apporter une plus-value. Si vous vous dites, moi je ne connais pas du tout votre secteur, mais si vous dites, moi, en déposant cette certification, je permets à un public qui n'a pas accès à ce qui existe d'avoir des compétences qui vont leur permettre de développer leur business, eh ben, vous avez un argument. D'accord. Et à ce moment-là, on peut demander l'inscription ORS. En tout cas, je ne vous garantis pas que ça sera accepté. Non, mais en tout cas, vous êtes dans la logique. Ça me donne un axe d'attaque pour déposer le dossier, ce qui est déjà très bien. D'accord. Merci beaucoup. On a Emmanuel aussi. Oui, merci pour toutes ces informations. En fait, si je prends le cas d'un organisme de formation qui ne se sent pas ou n'a pas les armes, on va dire, ni le temps, ni voire l'argent pour se préparer au RNCP, mais disons, on va rester sur le RS, et qu'à côté, un concurrent, parce que finalement, on est des entreprises, donc on est aussi tous concurrents, va être capable d'inscrire des compétences au RS. On est bien d'accord que cet organisme de certification, s'il est formateur, en fait, il peut très bien se garder son monopole qu'il a acquis comme il veut, hein, évidemment, parce qu'il a réussi à l'avoir. Mais à partir du moment où, et en fait, après, s'il décide de travailler avec des formateurs, c'est lui qui décide avec qui il va travailler. Et il n'y a pas les autres organismes, en fait, ne pourront rien faire finalement. Je suis d'accord.
C'est pour ça que la position de France Compétences, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas qu'il y ait 250 certifications qui soient identiques, mais ils s'aperçoivent bien que s'ils acceptent l'un, ils refusent l'autre, ils vont peut-être donner un avantage comparatif, ils vont distordre le marché, en fait. C'est pas peut-être, c'est évident. C'est même tuer les autres un petit peu dans un sens, quoi. Alors, je connais mal votre situation, mais dans d'autres métiers, c'est peut-être... Voilà. Bon, en tout cas, je ne suis pas à la place de France Compétences. Mais vous, Ouais. donc, c'est pour ça aussi qu'ils mettent la pression sur leurs certificateurs pour créer un réseau. Et que s'ils s'aperçoivent que la structure ne fait que former que quelques personnes juste qui l'arrangent, eh ben, elle risque de perdre sa certification, son rôle de son positionnement de certificateur. Ok, donc le fait qu'il y ait un réseau, mais un réseau de gens formés ou un réseau de formateurs autour du certificateur. Quand vous allez voir les documents, tout de suite, ils vous disent est-ce que vous aurez intérêt à créer un réseau de certificateurs ou vous de vous associer à un réseau. Donc, c'est ça qu'ils essayent de promouvoir, justement, pour éviter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire 15 certifications qui soient les mêmes. Et donc, ils mettent un peu la pression à tout le monde pour accepter des réseaux. Mais je suis d'accord avec vous, il y a plein de cas où la personne va dire, mais même dans le domaine de la formation, moi, j'ai mon réseau, j'ai mon activité, j'ai aucun intérêt d'ouvrir le marché à d'autres acteurs, à d'autres organismes de formation. Donc voilà, c'est compliqué la position de France Compétences, et c'est aussi compliqué pour vous. Ton micro s'est coupé, Arnaud. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça va mieux là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, je sais, moi je sais pas, j'ai dû effleurer mon pad. Donc, oui, c'est compliqué le métier de France Compétences là-dessus. C'est pas simple. Donc, voilà. Ils encouragent la création de réseaux, mais ils ne peuvent pas obliger les certificateurs à accepter tel et tel acteur dans leur réseau que ce soit pour faire les examens ou former. Voilà, il y a cet arbitrage à mener. Et si vous pouvez très bien dire, écoutez, moi, je dépose quelque chose qui est peut-être déposé déjà par mon concurrent, mais je lui ai demandé si je pouvais être dans son réseau, il m'a dit non. Là, vous avez un argument aussi par rapport à France Compétences. C'est vrai, c'est certain, c'est sûr. Pour dire, écoutez, moi, c'est pas que je veux pas être certifié, je veux pas me monter un partenariat avec ce qui existe déjà, c'est que c'est lui qui veut pas. Et que du coup, moi, j'ai plein de personnes qui potentiellement pourraient développer ces compétences qui sont utiles, et qui peuvent pas le faire parce qu'elles vont pas tout aller dans l'organisme de formation Y, qui est en fait le certificateur. Donc ça, ils sont pas naïfs, France Compétences, ils le savent. Okay, j'ai répondu à votre question, Emmanuel? Absolument. Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut encore prendre 5 minutes. Après, je suis désolée, je vais devoir arrêter. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? J'espère que j'ai été clair. Vous allez avoir le diaporama. Je mettrai mon mail dedans. Et puis voilà. Alors, on a Samuel qui a relevé la main. Oui, Samuel, allez-y. Vous nous entendez, Samuel? Non, on ne vous entend pas. J'espère que vous n'êtes pas en voiture comme Emmanuel. Y a pas de... Bon, alors... Ouais. On entend. Question pour bien... Alors, on vous entend très mal, Samuel. Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat? Parce que du coup, là, vous êtes très, très coupé. Enfin, moi, je vous entends, j'entends une demi-syllabe. C'est pareil, Aurore, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc, si vous pouvez... Peut-être Bellemil. Pardon, Bellem. Ouais. Je vois. Bellemli. Bellemli. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Bellemli. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? D'abord, je vérifie le son. Oui. Je suis juste à l'extérieur et je voulais quand même poser une question. Alors, en fait, j'ai pas suivi l'intervention, je suis arrivé trop tard. Je vais essayer de poser une question qui ne vous fera pas répéter non plus. On vous dira si vous... De toute façon, vous avez le replay, l'enregistrement. Voilà. En fait, selon les questions-réponses, donc je comprends qu'il y a une certaine certification qui existe pour permettre à des personnes qui dispensent des formations d'avoir une certification. Alors, je ne savais même pas que ça existe.
Mais en tout cas, moi, je me suis inscrit parce que j'ai moi-même conçu une formation, c'est un concept dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs. Oui. Donc, c'est moi-même qui l'ai mis en place avec une certaine touche personnelle et spécificité par rapport à un public cible. Et je voulais savoir, donc, dans mon cas, quel est l'intérêt d'avoir une certification? Est-ce que ça consiste juste à déléguer ou à certains organismes de dispenser cette formation, ou je dois, moi, les former sur mon concept pour qu'ils puissent dupliquer le référentiel que j'ai mis en place? Alors, vous êtes dans le cœur du sujet. Donc, en fait, vous allez voir en réécoutant le webinaire, en fait, vous êtes libre. Soit en déposant, vous dites que vous faites tout et tout seul, soit si vous décidez d'avoir un réseau, vous avez le choix. Vous pouvez accréditer des experts pour la méthodologie d'accompagnement et de formation, enfin, pour la formation, en fait, développement des compétences. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, leur déléguer la capacité à faire passer les examens. Voilà. Donc, vous allez revoir la visio, vous allez voir le webinaire. Alors, Samuel lui posait la question en disant combien de temps pour prévoir avant le dépôt au RNCP? Bah, écoutez, en fait, ça dépend d'où vous partez. Le point clé, c'est d'avoir les référentiels de compétences et d'évaluation qui soient très clairs. Mener les études d'emploi, ça prend du temps. Enfin, ça dépend combien de personnes vous avez formées, mais pour déposer, il faut vraiment avoir un dossier béton qui montre le besoin auquel vous répondez et qui détaille la plus-value de ce que vous faites. Quelle différence avec ce qui existe d'approchant et pourquoi il y a cette différence et comment vous pouvez attester qu'il va y avoir un impact et vraiment analyser en profondeur le RNCP. Enfin, moi, je travaille avec des branches professionnelles. Elles ont presque quelqu'un quasi à plein temps pendant 6 mois pour faire ce boulot. Après, il y a des prestataires. Enfin, je vous ai dit, il faut souvent commander des études ou d'avoir des analyses à côté, ça aide. Moi, je le fais pour des branches professionnelles. Mais même en interne, pour une petite structure, ça prend du temps parce qu'il faut vraiment avoir un dossier béton. Il faut que vos PV de jury soient nickel. Il faut que vos procédures soient nickel. Il faut que dans le dossier, il y ait vraiment le détail des procédures. Si vous voulez faire un réseau, il faut la convention de partenariat. Il faut vraiment que vous montriez comment vous allez envisager la question de la qualité du process administratif. Il faut montrer. Donc, ça prend du temps. Monter un dossier RNCP, ça ne se fait pas en un mois. Mais si vous avez déjà, vous m'aviez dit que vous aviez déjà les 3 promos, ça veut dire que vous avez déjà les référentiels, vous avez déjà fait les études d'emploi. Si vous avez déjà les référentiels, fait les études d'emploi, ça peut aller beaucoup plus vite. Parce que voilà, si vous avez les résultats du suivi emploi et que vous savez comment évaluer ce que vous avez évalué, là, ça peut être plus rapide. C'est juste une question de forme et d'être précis dans la manière dont vous allez défendre le dossier, notamment en termes d'adéquation avec les demandes, en termes d'indépendance de jury, en termes de gestion. Alors, Samuel nous dit, une école nationale nous propose d'être co-certificateur. Bonne idée ou pas pour augmenter les chances d'un retour positif? Là, franchement, je ne la connais pas. C'est compliqué pour moi de répondre à ces questions. Si elle est extrêmement reconnue, pourquoi pas? Après, je vous connais un peu parce que je suis dans les comités d'engagement de PIE. Donc, vous avez un positionnement un peu innovant, makers. Vous avez plein d'acteurs institutionnels autour de vous. Ça peut être intéressant, hein, franchement. Vous pouvez le faire tout seul. Le tout, c'est de prouver que vous pouvez bien le faire. En plus, vous êtes dans une zone où vous pouvez avoir beaucoup de personnes certifiées. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez, vu le soutien institutionnel que vous avez et si votre dossier est de qualité, vous pouvez être certificateur vous et proposer à l'école d'être partenaire. Hein. Je veux dire, ça peut se faire aussi. C'est pas parce que vous n'êtes pas école
que vous allez être retoqué. Encore une fois, il y a des structures, Jade le disait, son théâtre, c'est une structure, mais il n'y a pas 200 salariés dans votre entreprise, enfin dans votre association, dans votre théâtre. Jade, vous êtes combien? Salariés, on est 6. Vous voyez, et vous avez un titre, vous avez une certification professionnelle en RNCP. Les structures que j'ai accompagnées, Moulineau, ils étaient 20 salariés quand ils ont 30 salariés, dont 15 chauffeurs. Vous voyez, donc là, c'est à vous, voilà, à vous de voir. Mais c'est pas impossible quand on a la possibilité de montrer qu'on a une vision du métier correcte, d'être certificateur. Au contraire, hein, France Compétences, ils aiment bien les acteurs de l'ESS qui ne sont pas obsédés par l'argent et qui ont une vision originale. Hein. Voilà. Après, quand on est petit, il faut montrer qu'on est structuré, c'est tout. Merci beaucoup Arnaud. Je suis désolée, il n'y a plus de temps pour les questions. C'était très intéressant. Écoutez, tu pourras... Ouais, pour les gens qui me demandent comment je fonctionne, je vais donner mon mail et vous pourrez me contacter. Super. Vous me contacterez par mail, on pourra échanger sur les modalités éventuelles d'accompagnement. Mais là, l'idée, c'était de vous conseiller d'abord. On vous transmettra tout ça. Non, désolée, il n'y a plus du... Je vais enfin apprendre, je suis vraiment désolée. Bon, ok. Vous pourrez les poser par email. Navré. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne chance pour vos projets. Merci bien. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir. Ciao, ciao. Bon, c'était intéressant quand même.